Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une semaine spéciale d'au cœur de l'histoire que nous vous proposons à partir d'aujourd'hui sur Europe 1 avec Franck Ferrand, évidemment. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce serait amusant de faire une semaine spéciale d'au cœur de l'histoire sans Franck Ferrand d'ailleurs. Ah non, mais je ne suis pas du tout d'accord. Non. Si je consacre ma vie aujourd'hui à l'histoire, c'est parce que très tôt de bons esprits, je pense notamment à monsieur Alain Decaux, ont su me passionner à la radio et à la télévision avec de grandes affaires énigmatiques. Ces mystères de l'histoire, nous allons leur consacrer toutes les émissions de la semaine. Alors demain, nous parlerons du mystère des peintures préhistoriques avec des révélations, vous verrez, vraiment fascinantes. Mercredi, nous parlerons de la mort douteuse du tsar Alexandre Ier. Jeudi, du dossier très médiatisé de la tête d'Henri IV. Et vendredi, du cas épineux de la comtesse des Ténèbres. Mais pour commencer aujourd'hui, vous nous proposez de revenir sur l'énigme numéro 1 de l'histoire de France, le sort de Louis XVII, l'enfant du temple. Oui, à tout seigneur, tout honneur. Jadis, on parlait énormément de Louis XVII. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, car son cas est considéré comme classé. Eh bien, vous allez voir que si certains l'ont classé, ils ne l'ont en tout cas pas réglé. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu 3 enfants qui ont dépassé l'âge du berceau. Une fille, Madame Royale, dont nous parlerons vendredi, et 2 fils, Louis-Joseph et Louis-Charles. Le premier est donc dauphin de France. C'est un enfant délicieux, Joseph, intelligent, mais malheureusement atteint dès sa 3e année d'une maladie qui se révélera tuberculeuse. Son enfance va dès lors être un très long calvaire. Il souffre en silence et il s'éteint finalement juste à l'aube de la Révolution au printemps 1789 pendant la réunion des États généraux. Du reste, sa mort va passer presque inaperçue, ce qui est incroyable et qui en dit long sur l'exaspération populaire à l'époque. Imaginez, le dauphin de France meurt et ça ne fait pas du tout d'événement. Donc, à partir de 1789, c'est le petit Louis-Charles, surnommé par sa mère Chou d'amour, qui devient le dauphin. Il suit ses parents dans la tourmente révolutionnaire, aux Tuileries bien sûr, puis au Temple, où ils partagent leur captivité. Et à la mort de son père, Louis XVI, guillotiné en janvier 1793, je vous le rappelle, il devient, en tout cas pour les fidèles de la monarchie, le roi Louis XVII, un petit roi captif de 8 ans seulement, que les révolutionnaires vont bientôt séparer de sa mère et de sa famille. Du reste, Marie-Antoinette est à son tour guillotinée, puis sa tante, Madame Élisabeth, et ne reste au temple que sa grande sœur. L'enfant du temple, comme on l'appelle, est gardé par le cordonnier Simon et sa femme, qui essaient d'en faire un bon petit républicain. Et puis, de janvier à juillet 1794, donc en pleine terreur, il est enfermé au secret dans une chambre obscure. Vous imaginez pour cet enfant, il est malade, forcément, il contracte la gale et la tuberculose. Et après la chute de Robespierre, on va essayer de le traiter un peu mieux. En vain, officiellement, Louis XVII meurt dans la prison du Temple le 8 juin 1795 à l'âge de 10 ans. Voilà du moins pour la version officielle. Car après la Révolution, à plusieurs reprises, en 1846, en 1894, on va exhumer l'enfant du Temple et l'on constate que le squelette qui est dans sa tombe est celui d'un enfant de 14 ou 15 ans et non pas de 10 ans. Il mesure 1,53 m, il présente des différences criantes avec ce que l'on sait de la morphologie du petit Louis XVII. Vous voyez se profiler le mystère. Dès avant cela, une œuvre romanesque avait imaginé l'enlèvement de l'enfant du Temple et son remplacement par un adolescent anonyme. Il n'en fallait pas plus que pour que pendant toute la première moitié du XIXe siècle, surgissent de partout des prétendants qui affirmaient avec plus ou moins de talent et de conviction être eux-mêmes l'enfant du Temple. Alors le plus célèbre, ce sera évidemment Karl Wilhelm Naundorff, cet horloger prussien reconnu comme légitime par de nombreux témoins de l'époque, mais dont l'imposture sera mise au jour de manière définitive en 1998 par des analyses ADN. C'est redoutable l'ADN, parce que scientifiquement c'est incontestable et donc médiatiquement c'est imparable. Reste à savoir toujours sur quels échantillons organiques
on fait les prélèvements pour les analyses ADN. Et pour ce qui regarde Louis XVII, la question est tout à fait cruciale. En effet, en l'an 2000, une grande conférence de presse est réunie pour annoncer au monde entier que le cœur prélevé sur l'enfant du Temple par le chirurgien qui menait l'autopsie a été soumis à des analyses ADN et que ces tests permettent d'affirmer qu'il s'agit bel et bien du fils de Marie-Antoinette. Fin de l'énigme, l'affaire semble résolue. Louis XVII serait bien mort au Temple. Et tant pis si le corps qui a été enterré sous son nom n'est pas le sien. Seulement voilà, les plus fidèles d'entre vous se le rappellent peut-être, car je me suis fait à ce micro en 2004 l'écho de la polémique. Au moment de l'inhumation officielle à Saint-Denis de ce cœur royal, plusieurs chercheurs ont émis de grandes réserves sur la provenance du cœur soumis aux examens ADN. Ils ont souligné que ce cœur avait été récupéré dans le bureau de l'archevêque de Paris après la mise à sac de 1830, et ils ont rappelé que dans ce même bureau se trouvaient alors deux cœurs, celui de l'enfant du Temple, certes, mais aussi celui du premier dauphin embaumé en 1789. Ainsi, affirment les irréductibles, on a fort bien pu se tromper de cœur et soumettre au test ADN celui du fils aîné, le premier dauphin. Ce n'est pas une certitude, mais c'est assez, me semble-t-il, pour laisser place au doute et conclure que l'énigme Louis XVII demeure en suspens. Alors aujourd'hui, Jacques Sopelsa, qui est président honoraire de la Sorbonne, publie un ouvrage passionnant qui donne corps à ce mystère. Ça s'appelle Louis XVII, la piste argentine. Vous avez bien entendu, la trace de Louis XVII, c'est en Argentine qu'il est allé la chercher. Le sort de Louis XVII, la piste argentine, on en parle dans un court instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité Franck sur Europe 1, Jacques Sopelsa, diplomate et ancien conseiller culturel à l'ambassade de France à Buenos Aires. Il est auteur de Louis XVII, la piste argentine, chez A2C Média. Bonjour Jacques Sopelsa. Je rappelle que vous êtes président honoraire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, oui, et que vous étiez donc en Argentine au moment où vous recevez la visite. Vous êtes donc à l'ambassade de France et vous recevez la visite d'une mystérieuse personne. Racontez-nous ça. Merci, puisque cela va me permettre quasi immédiatement de lever une ambiguïté. Je ne suis pas historien de formation, alors j'étais géographe, j'ai la chaire de géopolitique en Sorbonne. Bref, je n'ai a priori rien à voir avec mes doctes confrères historiens. Je tiens à le préciser tout de suite. Et par ailleurs, mais si vous étiez historien de formation, vous n'auriez pas pu vous intéresser à l'histoire parce que vous auriez d'emblée considéré que ça ne tenait pas debout. C'est tout le problème et c'est toute l'ambiguïté de ces mystères. Oui. En fait. C'était d'ailleurs mon cas. Bon, je connaissais les affaires Louis XVII comme tout le monde, mais il se trouve que les hasards de ma vie professionnelle m'ont amené en tant que diplomate à être conseiller culturel et de coopération donc en Argentine, au milieu des années 90, et un jour je reçois la demande, donc en faisant cours, d'une de nos collaboratrices argentines qui travaille à l'ambassade et qui demande un rendez-vous. Évidemment, les ambassades de France ont des employés locaux, donc absolument. Là c'est une employée argentine, et elle demande à vous parler en fait. Elle demande à me parler et j'ai cru que c'était pour ou une promotion ou une question tout à fait personnelle, et en réalité elle vient me voir, elle me dit vous allez sûrement me prendre pour une folle. J'ai beaucoup hésité à en parler, nous en avons parlé avec mes parents, mais voilà, il faut qu'on vous dise, notre ancêtre venu de France est un personnage un peu mystérieux. Nous avons toute une série d'archives, toute une série d'éléments. Mon oncle a publié un libelle en 1941 qui est d'ailleurs passé totalement inaperçu, Federico Zappiola, et puis voilà, je crois pouvoir vous dire que mon arrière-grand-père était Louis XVII. Inutile de vous dire rien que immédiatement j'ai réprimé un fou rire, j'ai été très, très courtois, mais je me suis dit, tiens, voilà, encore une folle. Et puis petit à petit, au fil du temps, tous les 2 ou 3 mois, elle m'a apporté des archives, je suis allé chez les Zappiola, etc. Et le doute s'est inscrit effectivement dans mon esprit. Et je me suis intéressé à ce sujet et j'ai voulu, et je suis ravi de votre première intervention aussi, j'ai commencé à écrire un essai en accumulant un certain nombre de coïncidences, de faits, d'indices, donc sur lesquels nous reviendrons peut-être, et qui me surprennent. Et puis patatras, alors que j'étais en train de terminer cet essai, en 1999, arrive l'affaire de l'ADN, arrive l'affaire du cœur, et comme tout le monde, je me suis dit, j'ai été convaincu quelques jours. Oui, on a tous été convaincus au départ, bien sûr. Mais ce qui m'a quand même surpris, c'est la rapidité avec laquelle tout a été bouclé.
Ah oui, Et ça. en gros, pour parler de manière un peu vulgaire, passez votre chemin, tout est terminé, l'affaire est close. Et Il c'est n'y ce a qui plus m'a- d'affaire Louis XVII. Il n'y a plus hein, je d'affaire me Louis rappelle. XVII. Donc, oui. Alors, ce qui est intéressant avec cette étude ADN qui a été menée par le professeur Cassiman, notamment, donc en De Liège, 99 de Liège, 99-2000, c'est que elle est censée résoudre la plus grande énigme de l'histoire de France, disons-le, cette affaire Louis XVII, mais qu'elle ne reprend pas les autres arguments. C'est-à-dire qu'on prend simplement un morceau d'ADN du cœur qui est censé être le cœur prélevé par le chirurgien Pelletan au moment de l'autopsie Et qui est qu'il avait assassiné. emporté chez lui. Et puis, ce cœur, on l'analyse, on voit que c'est bien de la famille de Marie-Antoinette, puisque c'est l'ADN mitochondrial, et donc on dit, eh bien, c'est donc bien Louis XVII. Louis XVII est mort au Temple le 8 juin 1795. On ne se demande pas qui est donc le corps qui se trouve dans sa sépulture. Alors, ce que nous allons faire, si vous le voulez bien, Jacques Sopelsa, parce que c'est une affaire complexe, et il va falloir qu'on entre dans cette piste argentine. Je vais d'ailleurs aider nos auditeurs en quelque sorte en reprenant dans une de vos annexes tous les arguments qui sont en faveur de cette piste. Mais avant cela, si vous voulez, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la courte et tragique vie de ce jeune prince et raconter quelles sont les chances pour qu'il ait pu être substitué et qu'on ait pu le faire sortir de la prison du Temple. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui sur Europe 1, nous vous proposons la première émission de notre semaine spéciale mystère, Franck, et nous évoquons le cas Louis XVII. Et oui, certains pensaient qu'il n'y avait plus d'affaire Louis XVII. On va essayer de prouver que le contraire aujourd'hui. Alors, ce jeune prince, il est né en 1785, pas très longtemps avant la Révolution. Et comme il a un grand frère, évidemment, il n'est pas destiné à régner à sa naissance. Même pas du tout, Jacques Sopelsa. Absolument. Et là, il n'y a aucune C'est ambiguïté. le petit dernier, celui qu'on va C'est le petit chouchouter, en dernier, fait. d'où son surnom, de Chou d'amour. Oui. Et là, il n'y a aucune ambiguïté, aucune controverse. Les archives sont tout à fait complètes, précises. Il passe 4 années à Versailles. Ça c'est intéressant. Un petit garçon espiègle, un peu turbulent. Oui, un peu turbulent. La preuve d'ailleurs, l'affaire de la cicatrice. Il faut vous expliquer, oui. Il est mordu un jour par un lapin. Et on reviendra peut-être sur cette affaire de cicatrice. Ce qui fait qu'il a une cicatrice à la lèvre, en Absolument, fait. à la lèvre inférieure. Il passe donc 4 ans à Versailles, au Trianon, avec sa maman apparemment, mais surtout avec 3 personnes particulièrement importantes, 3 personnages que l'on reverra ultérieurement, Bien sûr. et qui contribuent à la thèse des survivantistes. Oui. J'en Les bafouille. survivantistes, ce sont ceux qui pensent que Louis XVII n'est pas mort au Temple. Absolument. En fait. Et je songe en particulier à sa berceuse, Madame de Rambaud, qui est veuve à 24 ans et qui, pendant toute la vie officielle du petit dauphin puis de Louis XVII ne le quittera jamais. C'est Alain Decaux que vous évoquiez tout à l'heure qui a écrit un jour effectivement que, au regard de tout ce qu'il a pu lire, Madame de Rambaud ne l'a jamais quitté. Donc son témoignage est intéressant et d'autant plus important qu'elle vit, elle mourra très âgée et qu'à la fin de sa vie, elle aura l'occasion de rencontrer le fameux Neudorf dont vous évoquiez ce Naundorf qui prétendait être Louis XVII. Et Madame de Rambaud le voit donc. Madame Rambaud l'a vu pendant près d'1 an, l'a fréquenté. Alors d'ailleurs, les thèses anti-survivantistes prétendent que Naundorf a puisé toute une série d'informations au contact de Mme Rambaud pour fortifier ensuite ses prétentions et son argumentation. Il y a aussi bien sûr Mme de Tourzel, qui a beaucoup gouvernante des enfants de France. La gouvernante des enfants de France, qui a beaucoup écrit, qui a vécu au Temple, comme nos auditeurs doivent le savoir, et naturellement Cléry, le valet, tellement fidèle qu'il avait revendiqué lui-même d'assister le petit dauphin lors des derniers mois officiellement passés au Temple. Alors vous dites le petit dauphin parce que en 1789, la vie de cet enfant de 4 ans bascule complètement. D'une part, son frère aîné meurt donc de tuberculose osseuse. Donc en juin, il meurt, je l'ai dit, dans une espèce d'indifférence générale, mais c'est le premier grand drame pour le roi et pour la reine Marie-Antoinette. Et puis, en octobre, 5-6 octobre, c'est ce qu'on appelle les journées d'octobre, la famille royale est ramenée par la foule à Paris et s'installe aux Tuileries. Et donc ce petit garçon de 4 ans, il va vivre une partie importante de son enfance dans ce nouveau palais parisien des Tuileries, évidemment. Pratiquement 3 ans. Et pendant 3 ans. Et il va vivre évidemment tous les soubresauts de la politique, même si c'est un petit enfant, mais dans un moment comme ça, on dit que les enfants s'éveillent d'autant plus. Il va participer en juin 1791, à la célèbre fuite à Varennes. On le déguise en petite fille pour l'occasion d'ailleurs, histoire de faire passer plus facilement
officiellement les enfants royaux. Il est donc au cœur de tous ces événements. Tout à fait. Le 10 août 1792, c'est l'insurrection populaire, c'est la mise à sac des Tuileries. La famille royale est obligée de s'enfuir. Elle traverse, on le sait, le jardin des Tuileries. Elle va se mettre sous la protection de l'Assemblée nationale. Et c'est la fin de la monarchie en France. Louis XVI et Marie-Antoinette, à partir de là, vont être prisonniers après un court passage au feuillant. Les voilà partis pour la tour du Temple. Ils sont donc captifs à la tour du Temple. Il y a là le roi Louis XVI, enfin l'ancien roi Louis XVI, Marie-Antoinette, la sœur du roi, Madame Élisabeth. Oui. Il y a la fille aînée, Madame Royale, et puis donc le petit prince, qui va continuer à être éduqué par son père pendant toute cette période. Oui, jusqu'à la mort du roi. C'est d'autant plus important, on y reviendra à propos de ma thèse, c'est qu'on a des preuves que pendant ces 6 mois vécus, ou 8 mois, les derniers mois de la vie de Louis XVI, le petit roi apprend à lire, apprend à écrire, découvre la botanique, se passionne pour la géographie, et j'ai souvenir en particulier d'une archive trouvée à Buenos Aires où on évoque le fait que la fameuse phrase de Louis XVI, a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse, qui prouvait l'intérêt de la géographie. Louis XVI suivait de très près le sort de l'expédition La Pérouse, et l'on dit que peu avant de monter sur l'échafaud, la dernière grande question qu'il pose est de savoir si on a des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. C'est d'ailleurs assez émouvant ça comme histoire. Alors, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. À partir de ce moment-là, pour tous ceux qui croient à la royauté, il était plus dauphin, il était prince royal depuis 91. Le petit prince royal devient roi de France sous le nom de Louis XVII. Oui. Donc il continue à rester avec sa mère et sa tante, sauf que, épisode dramatique, en juillet 93, on va le séparer de sa mère. Absolument. On l'arrache littéralement. Il va rester avec Madame de Rambaud et Madame de Tourzel, mais en revanche, sa mère et Madame Royale. Donc vont sa sœur, la future duchesse d'Angoulême, jusqu'à la guillotine de Marie-Antoinette. Alors tout ça va dégénérer évidemment, et à mesure que la Révolution s'enfonce dans la terreur, évidemment pour cet enfant, c'est une captivité qui devient de plus en plus dure. Alors il faut dire qu'il est entouré de municipaux, de gardes municipaux qui sont très révolutionnaires, eux, et qui veulent le convertir à la République en fait, bien entendu. Oui. Ils n'ont pas de mal, c'est un enfant encore. Oui. D'où d'ailleurs avant le procès de la mort de Marie-Antoinette, l'odieuse, on peut le terme. Le procès de la reine, en octobre 93. L'odieuse affaire de pseudo-inceste, etc. Donc il est vraiment très manipulé. Il est fort jeune encore. Et là, à partir de 93, effectivement, de la mort de sa maman, de Marie-Antoinette, vous avez les 2 années charnières clés qui sont les plus dramatiques. Et là, personne ne le conteste, avec en particulier quelques mois. D'abord, le remplacement, pour nos auditeurs, il faut rappeler qu'il est contrôlé, entre guillemets, il est surveillé par un cordonnier, par les Simon, et Madame Simon. Alors là, il y a une controverse. Il mettait le chou d'amour, l'appelait chou d'amour, apparemment, ultérieurement. Elle était un peu une maman de substitution, disons. Un peu, aux côtés de Madame de Rambaud. Et puis arrive une période où, pendant 5 ou 6 mois, il est totalement isolé. Ah oui, alors mis à l'isolement, c'est comme pour un enfant, c'est une histoire de fou. La thèse de nouveau des survivantistes, décidément, qui explique que peut-être la substitution a pu se faire précisément pendant 6 mois où il est totalement isolé. Et oui, voilà. En contact avec l'extérieur. On connaît le très beau livre écrit par Françoise Chandernagor, La Chambre, qui raconte le dépérissement jusqu'à la mort de cet enfant. Alors ça, c'est la thèse officielle qui dit que le 8 juin 1795, l'enfant est déclaré mort. Il y a donc cette autopsie, il est inhumé, etc. Sauf que, encore une fois, on va retrouver un corps qui ne correspond pas à celui d'un enfant de 10 ans. Et puis il y a une autre thèse. Alors quand je dis une autre thèse, il y a un chapelet d'autres thèses qui, à partir on va dire de l'été 94, imagine que l'enfant n'est plus au temple. Alors on l'aurait fait sortir. La thèse de l'exfiltration. C'est ça. Alors effectivement, là, toute la thèse qui est bien connue, y compris, je pense, de pas mal de nos auditeurs, c'est celle qui correspond au fait que l'enfant aurait été exfiltré via la décision de Barras, du patron du directoire, qui aurait été d'ailleurs très lié avec monsieur le baron Petit de Petitval, et l'enfant dans une corbeille à linge, aurait été amené d'abord dans un hôtel particulier qui existe toujours sur le quai Voltaire, et ensuite au château de Vitry. Alors on va bien sûr suivre ces traces avec vous, Jacques Sopelsa, jusqu'en Argentine. C'est là que ça devient assez extraordinaire.
l'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Jacques Sopelsa. Nous évoquons le sort de Louis XVII, la piste argentine, Franck. Alors de deux choses l'une, ou bien Louis XVII est mort au Temple le 8 juin 1795, et effectivement il n'y a plus d'affaire Louis XVII, ou bien on a substitué à Louis XVII un autre enfant. Alors qui était le garçon qu'on aurait mis à sa place? Peut-être le fils de Madame de Tourzel. C'est une des hypothèses qui est évoquée. Il y a plusieurs hypothèses. Je vous rappelle que... Oui, il y en a même un grand nombre, pour tout dire. Il y a eu 101 prétendants, voilà, disait le regretté Jacques. Donc c'est possible. Le fils d'un garde, ça change pas grand-chose au problème, sinon qu'effectivement, vous l'évoquiez, lorsque on ressort le squelette dans le cimetière de Sainte-Marguerite, on a affaire à un squelette d'un enfant entre 14 et 16 ans. Donc ça correspond effectivement pas à... Un petit garçon de 10 ans. Un petit garçon c'est un adolescent qu'on retrouve alors que c'était un enfant qu'on avait enterré. Ouais. Donc, mais ça change pas grand-chose au phénomène. Le sujet important, c'est effectivement l'affaire donc de l'exfiltration. J'évoquais le château de Vitry, cet enfant. Il faut expliquer où ça se trouve à peu près, Vitry. Vitry, c'est à côté c'est en Val-de-Marne maintenant. Donc il passe 2 ou 3 jours dans l'hôtel particulier du baron Petit-Val, qui est un des financiers d'ailleurs de Barras, et c'est pas totalement de frère, ce qui n'est pas totalement. Donc un proche des dirigeants du moment, des directeurs. D'une part, d'autre part, donc il a un château et 2 jours après, donc cet enfant est amené au château de Vitry où il va passer 3 ans. Là, on a des preuves. On sait pas. Oui, en même temps, on sait pas grand-chose sur ce qui se passe. Non, sinon qu'il continue à prendre les belles lettres. Il est toujours avec Madame de Rambaud, notamment. Et le drame, c'est en 1796, lorsque une nuit, donc, le château de Vitry est incendié. Après que tous ses habitants, ses occupants, aient été assassinés, sauf que l'enfant en question a été de nouveau exfiltré 24 heures avant, la nuit précédente. Avant l'incendie. Avant l'incendie. Comme si tout avait été quand même bien préparé. Voilà. Alors, l'enfant en question est exfiltré, on perd un peu sa trace, il faut dire. Et alors vous, grâce à cette piste argentine que vous avez été amené tout à fait par hasard, on l'a bien compris, à creuser, vous pensez pouvoir dire ce qu'il est devenu. Alors, disons clairement que c'est une thèse que vous avancez, mais c'est une thèse qui est assez convaincante. On verra tous les arguments que vous apportez. Alors, vous nous dites que, en vérité, cet enfant serait entré dans la marine, en vérité. Oui. Alors, l'enfant, Louis XVII, je n'en sais rien pour l'instant. Ce que je sais en revanche, c'est que mon candidat, entre guillemets, je précise tout de suite qu'il n'a jamais prétendu, il n'a jamais été un prétendant. Il a passé au contraire toute sa vie à soigneusement cacher son identité principale. Le prétendant en question, il s'appelait tout simplement Pierre Benoît. C'est cela, il s'appelle Pierre Benoît et donc je l'ai découvert grâce aux archives donc, des descendants, des Appiola. Alors, sa biographie officielle, elle est tout à fait classique. Il dit qu'il est né à Calais en 1794. En 94, tout est relatif. J'ai retrouvé l'acte d'état civil. Parfois, il est né en 1794, parfois il est né en 97, parfois il est né en 88. Bref, il y a même une rature sur le... C'est surchargé, c'est raturé. Il est sur sur l'état civil, il est né de père inconnu. Sur d'autres documents, il est né de fils d'un pêcheur, d'un pauvre pêcheur de Calais. Le père est inconnu ou n'est qu'un pêcheur, qu'on appelle d'ailleurs parfois Pierre Benoît, comme lui exactement. Absolument. Et comme son fils d'ailleurs. Mais la mère, alors là, ça c'est plus étonnant. Ça a été un de mes premiers chocs. Peut-être le premier choc, puisque dans sa bibliographie officielle, sa mère s'appelle Marie-Jeanne-Antoinette Dollo. D-A-U-L-O. Dollo comme d'Autriche-Lorraine. Et de Lorraine. Alors est-ce que c'est un clin d'œil de l'histoire? C'est tout à fait possible. Alors on le trouve officier de marine en 1807 ou 1808. C'est-à-dire qu'il est tout jeune, 13-14 ans s'il est né deuxième choc. 94. S'il est né effectivement officiellement en 94, il a fait une carrière d'officier de marine particulièrement rapide. Donc il sert sans interruption. Là j'ai retrouvé tous les documents annexes d'aspirants de marine, etc., etc. Et alors le troisième choc, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'au fur et à mesure, il faut que les auditeurs comprennent que j'ai été acquis à la Oui, à au début, vous n'y croyez pas, puis petit à petit, vous vous dites, mais c'est quand même étonnant. Petit à petit, je découvre en particulier que sa carrière est étonnante. Il fait une progression tout à fait intéressante d'officier de marine juste en 1814, pardon. En 1814, il est radié
de la marine avec la chute de Donc Napoléon. c'est la chute de l'Empire, oui. Il est réintégré. Au moment où avec- Napoléon au moment remonte sur le trône pendant 100 pendant les jours. 100 jours, et il est ensuite radié définitivement. J'ai oublié de rappeler que nous avons un certain nombre d'éléments également un peu étonnants qui font que, avant d'être officier de marine, il est élevé effectivement à Calais, dans cette famille de pauvres pêcheurs, sauf qu'il ne fréquentera jamais l'école, et que nous avons désormais des preuves où que régulièrement des subsides venant de Paris permettent de financer des précepteurs personnels pour ce petit fils de pêcheur, ce qui est également assez surprenant. Alors c'est assez étrange parce qu'à la Restauration, on pourrait imaginer que s'il est le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, il va être reçu aux Tuileries, qu'on va lui... Mais non, en fait, on ne le retrouve qu'en 18, et alors là, il est très bien entouré, si je puis dire. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. D'abord, flashback, lorsqu'il est nommé, lorsqu'il devient Louis XVII, il est Louis XVII pour les royalistes, puis sa mort officielle est annoncée, dès le lendemain, son parrain, le comte de Provence, Qui est le frère de Louis XVI. le frère de Louis XVI, se déclare roi de France Louis XVIII. Et les relations entre Louis XVIII et Louis XVII, si ce dernier a survécu, n'ont jamais été, le moins qu'on puisse se dire, particulièrement chaleureuses. En revanche, à partir de 1818, surprise, alors là on a des preuves tout à fait étonnantes, le fameux Pierre Benoît, officier de marine radié, est emmené au Havre, accompagné par le duc de Cazes. Qui est l'homme de confiance de Louis XVIII. Le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, plus le Premier ministre. Il est amené installé sur une goélette qui s'appelle la Chiffonne et embarqué vers les Amériques, c'est-à-dire embarqué vers Buenos Aires. Alors là, on Donc essaie. le duc de Cazes, accompagnant un fils de pêcheur, petit officier de marine, c'est également assez étrange. D'autant que cette affaire suit, à quelques mois près, la commande, entre guillemets, de Cazes, qui, sur les ordres de Louis XVIII, avait fait demander une enquête pour confirmer la mort définitive de Louis XVII, compte tenu de la multiplication des prétendants, Herbeauvaux, Bruno, etc. Alors, votre ouvrage, Louis XVII, la piste argentine, Jacques Sopelsa, qui est publié chez A2C Média, est présenté sous la forme d'un roman à la première personne, mais vous avez adjoint à ce roman, évidemment, des annexes, et je vous propose de lire à nos auditeurs l'annexe numéro 1 que vous avez intitulée « De quelques faits troublants » et qui permet de récapituler un certain nombre d'indices en faveur de la thèse que vous développez. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui revient maintenant sur les différents indices de la piste argentine de Louis XVII. De quelques faits troublants, c'est le titre de cette annexe que Jacques Sopelsa a donc ajouté à son roman Louis XVII, la piste argentine. Il nous dit qu'un certain nombre de faits confirmés concrètement par les documents ou par les objets que conserve actuellement la famille Zapiola, on va y venir dans un instant, et a fortiori par les archives officielles françaises et argentines, tous ces faits convergent pour constituer un faisceau pour le moins troublant. D'abord donc, nous l'avons dit, l'acte de naissance de Pierre Benoît à Calais est raturé, il est surchargé, il porte la date du 2 août de 1794. Cet acte, selon les différentes copies dont disposent actuellement les Zapiola en Argentine, cet acte le déclarait fils de Pierre Benoît, pêcheur au port, et de Marie-Jeanne Antoinette Dolo, donc Dolo comme d'Autriche-Lorraine. C'est vrai que ça c'est assez étonnant. Dans sa jeunesse, il ne va jamais à l'école. Son éducation va bénéficier des prestations régulières de toutes sortes de précepteurs qui viennent exprès de Paris. C'est quand même un peu assez étonnant. Ces deux radiations successives de la marine surviennent très vite au lendemain de l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe. Et puis après la deuxième chute de Napoléon, à l'issue des 100 jours. Donc dans les deux cas, il est immédiatement radié de la marine. Et c'est étrange puisque dans les deux cas, c'est quand même, si c'est bien Louis XVII, c'est son oncle qui est en train de monter sur le trône. En 1818, c'est donc le duc de Cazes en personne qui va accompagner ce tout jeune officier de marine au port du Havre et le faire embarquer pour l'Argentine. Quand on sait quels étaient les rapports extrêmement proches, c'est le moins qu'on puisse dire, entre le duc de Cazes et Louis XVIII, c'est assez étrange. Pierre Benoît, c'est donc son nom, hein, rien à voir avec, pour ceux qui nous rejoindraient en cours, rien à voir avec le romancier bien sûr, traverse l'Atlantique en compagnie de 3 autres voyageurs qui eux aussi ont été conduits par de Cazes au Havre. Honoré, dont on ne sait pas grand-chose, de Launay, le neveu du gouverneur de la Bastille, hein, tout de même, un mystérieux Valois également, enfin des personnes dont le moins qu'on puisse dire est que le pédigré est assez étrange.
À partir de 1821-22, écrivez-vous Jacques Sopelsa, et jusqu'à l'attaque qui va le laisser hémiplégique, ce personnage, ce Pierre Benoît, va mener au sein du milieu des notables de la ville de Buenos Aires une triple vie d'artiste, de haut fonctionnaire et, disons-le, de conseiller politique, ce qui d'ailleurs ne va pas aller sans soubresaut et sans difficulté. En novembre 1851, s'il est vrai qu'il est né à Versailles en 1785, vous voyez que ça commence à devenir un monsieur d'âge mûr, après de nombreuses années de semi-réclusion, il va tomber brutalement malade. À quel moment ? Eh bien, quand il apprend, via des nouvelles qui arrivent constamment de France, quand il apprend la mort le 19 octobre à Frosdorf en Autriche de la duchesse d'Angoulême, c'est-à-dire de l'ancienne Madame Royale, de la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Or, cette disparition plonge Pierre Benoît dans un profond état dépressif, ce qui s'explique difficilement s'il n'a pas de lien avec Madame Royale. Alors il faudrait parler également, on était en 1851, il faudrait parler de ce qui se passe l'année suivante, avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Évidemment, à cette époque-là, les royalistes s'agitent beaucoup, légitimistes et orléanistes, et il va être empoisonné à ce moment-là par un médecin inconnu, enfin lui il le connaissait tout de même, un médecin qui aurait été tout bonnement le propre médecin de la duchesse d'Angoulême, du côté de Mito, et qui va fuir l'Argentine le jour même de son crime, de l'empoisonnement. On a retrouvé bien sûr les restes de Pierre Benoît, et on va y venir dans un instant, hein. Il est certain qu'il a été empoisonné à l'arsenic. Et puis, alors là c'est assez étonnant, je vous ai dit qu'il était à la fois conseiller politique aux fonctionnaires, mais aussi artiste, il est peintre de marine, jusque-là c'est assez normal puisqu'il est officier dans la Royale. Mais il n'a exécuté que 4 portraits. Et alors, les 3 premiers de ces portraits qui ont été conservés sont, tenez-vous bien, un portrait de la reine Marie-Antoinette, un portrait de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, et un portrait de Madame Royale, donc la fille de Louis XVI. Ces 3 portraits sont toujours dans la Casa Rosada, à la commande du président de l'époque de la République argentine. Alors on va y venir, justement sur les éléments que l'on conserve aujourd'hui et sur les points de vue de la famille. Et puis, il ne faut pas oublier que il faisait des sculptures aussi, hein, notamment il a copié le célèbre groupe de Lacan, et il signe ses sculptures de 6 lettres, LCRFPB, ce que vous, en tout cas Jacques Sopelsa, vous traduisez par Louis Charles, roi de France, Pierre Benoît. C'est vrai que tout ça on est bien obligé de constater qu'il y a un certain nombre d'indices. Alors, vous avancez un grand nombre d'autres éléments, bien entendu. Je ne vais pas tous les lire à l'antenne, mais tout de même, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la plupart des indices que vous présentez sont des indices en rapport direct avec l'histoire de la famille royale et plus précisément avec la fin de la famille royale au temple. Si, écrivez-vous, comme on peut aussi le supposer, le corps authentifié avec force publicité médiatique, c'est le cœur dont on parlait tout à l'heure, hein, le cœur de 99-2000 était celui de Louis XVII, était non pas celui de Louis XVII, mais tout simplement celui de son frère, le premier dauphin, ou d'un autre membre de la famille, alors Pierre Benoît ne serait peut-être pas né à Calais, écrivez-vous, dans une masure d'humbles pêcheurs illettrés, mais bel et bien à Versailles. Et là, vous y allez. Évadé du temple avec la complicité de Barras, protégé du directoire et même de l'Empire, il aurait servi de monnaie d'échange sous la Restauration, puis sous les Orléans, en promettant le silence contre la garantie d'une protection quant au sort de Madame Royale, une promesse et un chantage rendus caducs par la disparition de Madame Royale, ce qui aurait pu expliquer la profonde dépression dans laquelle il s'est abîmé en apprenant cette nouvelle. Évidemment, certains diront, mais là on est dans leur roman, on est dans Alexandre Dumas, ce ne sont que des coïncidences, mais vous avouerez que les coïncidences, lorsqu'elles convergent, lorsqu'elles vont toutes exactement dans la même direction, elles ne peuvent que poser des questions. C'est ce qui a été votre cas, Jacques Sopelsa, vous avez été ébranlé par cette affaire et nous allons voir maintenant où en est l'affaire et où en sont les Apiola, c'est-à-dire la famille, les descendants de ce Pierre Benoît qui, sans l'avoir jamais prétendu, pourrait bien avoir été Louis XVII. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes toujours sur Europe 1 avec Jacques Sopelsa, auteur de Louis XVII, la piste argentine chez ADC Média.
Pierre Benoît est mort en août 1852, donc en Argentine, après avoir reçu la visite du docteur Lavergne, qui n'est resté que 48 heures à Buenos Aires, qui a immédiatement rembarqué, en fait. Vous dites qu'il l'a tué. Selon les confidences de la fille, Petrona, de la fille de Pierre Benoît, il serait arrivé au petit matin du 24 août 1852. Mercedes, son épouse, entend frapper à la porte. Il fait très froid, c'est l'hiver austral. Et à la porte se présente quelqu'un qui baragouine l'espagnol, très mal, haut de forme, petite mallette. Il déclare, voilà, je suis le docteur Lavergne, je suis un vieil ami de Pierre, est-ce que je peux aller le voir? Et Mercedes va voir son mari qui lui dit, je le connais, il avait interdit de parler français dans sa maison, et fait-le entrer. Il entre, il reste une petite heure à bavarder donc avec ce malheureux Pierre qui, comme je vous rappelle, donc, vous le rappeliez, était hémiplégique, et il repart, il salue Mercedes, il s'en va, Mercedes n'entend rien, va voir, pense que Pierre s'est endormi, il fait la sieste régulièrement, et le retrouve, une petite fiolette à côté, et le retrouve empoisonné. Empoisonné car depuis, on a effectivement autopsié le corps de Pierre Benoît. En 1994, effectivement, le corps détient de l'arsenic. Alors, pour la petite histoire, très forte quantité. Pour la petite histoire, ce fameux docteur Lavergne revient très vite, donc par la goélette, la chiffonne, en France. Il arrive au Havre de Grâce. Il a le pagaie, si je peux me mettre ainsi, par les sbires de Louis-Napoléon, Napoléon III, et il est procès très rapide et il est guillotiné. Donc tout ceci est effectivement très étrange, d'autant que les archives sont très, très disparates sur le sujet proprement dit du docteur Lavergne. Entre nous soit dit, en lisant tout ce que vous écrivez, je me suis dit que cette affaire Lavergne, en tant que telle, est un véritable mystère historique et qu'elle mériterait d'être développée en tant que telle. Parce que cet homme qui finalement est jugé, guillotiné en rentrant comme ça d'Argentine, c'est assez extraordinaire. Alors, le personnage le plus... celui qui va relancer l'affaire, ou même pour être plus exact, celui qui va la lancer, c'est un des descendants de Pierre Benoît, il s'appelle Federico Zappiola, et lui, au milieu du XXe siècle, il remue ciel et terre. Oui, il publie en 1941 à compte d'auteur un petit fascicule. Donc nous sommes à la radio et pas à la télévision, mais voilà la couverture. Oui. Louis, c'est le début. Au moins, Julia l'aura vu. Oui, exactement. Europe1.fr. Point d'interrogation. Et Zappiola, dont ressort toute une série, tout à fait honnêtement, il a le mérite de remuer l'affaire. C'est pas un écrivain. Mais il demande au Vatican Alors, en 1951. Oui. Hein, en 41, la communication du testament de Madame Royale. Absolument, puisqu'il a le droit, comme vous le savez, on a le droit désormais. Il souhaite découvrir des informations originales. Il sollicite le Saint-Siège à plusieurs reprises, car il est vraiment très tenace, ce Zappiola. Il passe pour un fou dans sa propre famille. Et ces questions restent sans réponse, sauf une. En définitive, on répond en 1952, si j'ai bonne mémoire, que le testament en question ferait, j'ai la feuille sous les yeux là, ferait allusion au fait que Madame Royale avouerait dans son testament avoir été torturée toute sa vie, je traduis par tourmentée toute sa vie par un grand secret. Alors de là à penser qu'effectivement... Alors peut-être que le grand secret qui a tourmenté celle qui était duchesse d'Angoulême et qui l'a noté dans son testament, c'était un autre secret, mais ça, si vous voulez bien, on y viendra vendredi prochain. C'est la célèbre affaire de la comtesse des Ténèbres. Ça pourrait aussi être ça. D'accord. Alors, il demande des autorisations de fouille, ce Zappiola. Il voudrait trouver des éléments. Il y a deux choses. D'abord, le Federico Zappiola, le 9 avril 57, demande à la municipalité de Buenos Aires, et là nous avons les preuves, l'autorisation de faire des fouilles, car dans la famille, on dit que le petit jardin qui est attenant à la maison familiale des Benoît Zappiola, donc sur la Calle Bolivar, pourrait détenir une petite malle qui aurait été enfouie, etc. Il n'a jamais obtenu l'autorisation. Son fils, 30 ans après, un peu plus même, a sollicité de la direction des cimetières, de la Recoleta, là où était enterré Pierre Benoît, l'autorisation donc d'exhumation, de pratiquer une autopsie. On lui répond que le tombeau est vide. Et effectivement, vérification faite, le tombeau est vide. Et c'est un nous de majesté qui, en avril 96, avons fait obtenir pour la famille Zappiola le sésame. Et effectivement, comme il y avait eu une sépulture, il y avait eu des travaux d'aménagement, en réalité, les corps qui étaient dans ce tombeau avaient été installés, si je puis m'exprimer ainsi, dans une sépulture voisine. La sépulture est ouverte, elle contient des restes de 18 personnes, 5 femmes.
10 enfants et 3 hommes. Le premier, c'est le cadavre d'un homme d'une trentaine d'années. Le second, il mesure 1m92, ça peut pas être Pierre Benoît. Et le troisième est celui d'un homme de 66-67 ans, d'après les spécialistes, dont le squelette révèle des hanches détériorées. Ça correspond aussi à cet homme qui était très handicapé. On envoie les restes dans le laboratoire. Les analyses sont effectivement édifiantes. Un taux empoisonnement à l'arsenic. Empoisonnement à l'arsenic. Ça, c'est la première étape intéressante concrêtement après pas mal d'efforts de la famille Zapiola. Alors vous avez fait des recherches de votre côté. D'abord, vous vous êtes adressé à mes confrères du service historique de la marine à l'époque, c'était pas encore le SHD, au château de Vincennes, pour demander la communication du dossier de Pierre Benoît, puisqu'après tout, il avait fait sa carrière dans la marine. Et d'autant plus que nous avons tous les états de service. Tous les états de service. Et alors d'autant plus facilement, mon contact, que l'archiviste en question était mon ancienne assistante. Donc ça aide. Et effectivement, la réponse est tout à fait intéressante. Il n'y a plus apparemment de dossier Pierre Benoît, aspirant de marine, dans les livres d'archives. Alors que nous avons les copies. Là où c'est encore plus étonnant, c'est que lorsqu'on consulte les archives du Consulat général de France à Buenos Aires pour l'année 1852, eh bien, aucun dossier non plus ne figure au nom de... Pas de Pierre Benoît, pour un Français. Donc, on a l'impression, et c'est mon intime conviction, qu'une espèce de malin génie, c'est un génie, donc c'est le cas de le dire, à faire disparaître toute une série de traces qui font que, alors qu'en parallèle, et c'est ma thèse, Louis XVII, Pierre Benoît, qui surtout n'a jamais rien revendiqué, compte tenu de la promesse du système de chantage qui le concernait, a en revanche systématiquement tenu à indiquer discrètement des indices, des petites, un petit peu le petit poussé qui sème des haies de telle sorte qu'il rend. Et si vous me permettez, je voudrais évoquer une preuve, un élément quand même tout à fait intéressant. Vous parliez de Federico Zapiola. Il a mis en page de couverture un portrait, l'autoportrait de Pierre Benoît, un officier de marine. Parce que Pierre Benoît s'était peint lui-même, en fait. Absolument. Ce portrait est tout à fait révélateur, non seulement du fait que Pierre Benoît ressemble étrangement à Marie-Antoinette, mais ça c'est un détail à la limite. Et au portrait de Louis XVII. Et au portrait de Louis XVII. Mais surtout, le portrait au départ était tenu dans un ovale. Et le petit-fils de Pierre Benoît, malencontreusement un jour, fait tomber ce portrait, le tableau se casse, et on découvre qu'en fait d'ovale, il cachait un rectangle, et entre le rectangle et l'ovale, vous avez toute une série de fleurs de lys. Dans la marge, il y a des fleurs de lys, c'est assez extraordinaire. Alors, demande Béatrice par Internet, elle dit, mais est-ce qu'on a fait des tests ADN sur cette collaboratrice qui est venue vous voir, et sur ces Zapiola, pour voir s'ils descendent, oui ou non, de Louis XVII? C'est ce que j'ai suggéré lorsque j'ai sorti. Donc, alors, juste une petite note en passant, vous avez évoqué un roman, c'est parce que comme je ne suis pas historien, j'ai tenu à le faire. Alors, donc, j'ai suggéré à la famille Zapiola de faire des tests. Réponse, pourquoi pas. Sauf que, et là on retombe sur l'histoire de l'arroseur arrosé, des deux cœurs et de l'ADN. Il est possible que, effectivement, Pierre Benoît, ce soit l'ADN de Marie-Antoinette, mais ça ne pourra pas que ce soit le petit dauphin. Ça peut être éventuellement, mais là je préfère ne pas m'aventurer sur des chemins impossibles. Un autre mystère, un petit bâtard. Oh oui, enfin là, ce serait quand même, vous savez, une reine de France accouchée clandestinement, ça ce serait déjà beaucoup plus compliqué. Merci infiniment Jacques Sopelsa. Louis XVII, la piste argentine, c'est donc votre ouvrage qui, comme vous l'avez vu, ouvre de nouveaux horizons, publié chez A2C Média.